Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. Aujourd'hui, on va corriger un sujet CCP donné dans la filière PC en 2016, donc un sujet assez récent qui concerne le fonctionnement du haut-parleur. Je vais faire deux vidéos pour corriger ce sujet-là. Une première vidéo qui va nous montrer le modèle électrique équivalent du haut-parleur. On va essayer de comprendre vraiment comment fonctionne le haut-parleur, la forme des pièces polaires, l'orientation du champ magnétique et pourquoi est-ce qu'une tension électrique peut être convertie en une onde acoustique par le haut-parleur. Et dans une deuxième partie, on va calculer le rendement de ce haut-parleur. Donc je mets en lien un lien en bas de la vidéo, dans la description de la vidéo, vers l'énoncé de ce sujet-là. Donc c'est un sujet CCP physique. Un peu étonnant d'ailleurs dans la filière PC, puisqu'on ne pouvait pas calculer directement la force électromotrice induite. Voilà pourquoi elle était directement parachutée par l'énoncé, étant donné qu'on n'a plus la notion en filière PC de champ électromoteur. Mais c'est un sujet néanmoins qui a été donné en PC. Bon, en PSI, c'est un sujet officiellement au programme, qui peut même faire l'objet d'ailleurs d'un TP tout à fait intéressant, qui permet de mesurer donc les caractéristiques électriques du haut-parleur. Alors, on a donc un schéma ici du haut-parleur en coupe, donc avec les pièces polaires. C'est peut-être ça qui est un petit peu le plus difficile à comprendre sur le haut-parleur. C'est que le pôle nord, donc c'est une pièce polaire centrale et que le champ magnétique est radial dans l'entrefer entre le pôle nord et le pôle sud et que la bobine ici donc est enroulée autour donc du pôle nord dans l'entrefer de l'aimant. Donc ça c'est le schéma électrique équivalent, on va y revenir. Donc question A11, pourquoi qualifie-t-on le haut-parleur de convertisseur électromagnétique? Eh bien c'est parce que grâce au fait qu'il existe un champ magnétique là où circule le courant électrique, il va y avoir un phénomène d'induction, les forces de Laplace vont mettre en déplacement donc cette bobine selon un axe Z, donc perpendiculaire au plan du tableau. Je n'ai pas représenté la vue en coupe, mais je t'invite à bien la regarder sur l'énoncé. Le fait que la membrane est directement solidaire de cette bobine, donc qui va faire vibrer la force de Laplace, comme on va le voir, vont faire vibrer la bobine quand un courant I circule. Et la bobine va être siège également donc d'une force électromotrice induite. Donc on applique aux bandes de la bobine une tension variable U de T. La bobine est traversée par un courant I de T. Donc, et la membrane se déplace avec une vitesse V de T. Et donc, effectivement, le phénomène d'auto-induction va nous conduire à l'existence d'une force électromotrice induite donc au sein de cette bobine. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette force électromotrice ne pouvait pas être calculée par la loi de Faraday directement, mais il fallait, pour l'avoir, faire circuler ce qu'on appelle le champ électromoteur V vectoriel B le long des spires. Donc ça nous menait à l'expression de la force électromotrice qui était donnée dans l'énoncé. Donc ça c'était un peu frustrant parce que c'est quand même un petit peu le cœur de ce problème. Mais on ne pouvait pas faire autrement avec les outils du programme dans la filière PC. Alors on nous donnait le schéma électrique équivalent. Évidemment, grâce à cette épreuve, on va revoir le canevas général de résolution d'un problème d'induction dans un cas de Lorentz, c'est-à-dire circuit mobile dans un champ indépendant du temps, mais d'ailleurs non uniforme. Donc on aura une équation électrique, on aura une équation mécanique, on aura un bilan énergétique. Alors équation électrique, équation mécanique, il faudra découpler. On va avoir un passage au complexe parce qu'on aura des oscillations forcées. Bref, on va voir tout ça ensemble. C'était bien guidé. Ça, de ce point de vue-là, c'était pas mal. Alors, donc, écrire l'équation électrique, c'est écrire la loi d'Émaille. Donc U de T, c'est la tension imposée donc à la sortie de l'ampli par l'amplificateur U de T, donc imposée à tout le circuit. E de T, ça va donc être la FEM induite. On peut faire quelques commentaires. Elle est effectivement orientée dans le sens du courant induit. Ça, tu sais qu'à chaque fois que tu as un phénomène d'induction, il faut bien prendre la peine d'orienter le courant dans le sens de la FEM induite. Et donc, il suffisait d'appliquer la loi d'Émaille. Donc, loi d'Émaille, U de T égale à RI de T plus L DI sur DT. Bon, j'aime pas trop la notation I' de T moins E de T. Donc, ça, c'était la loi d'Émaille. Alors, c'était donc la question A1 de 2 et on peut remplacer E de T par VBL si on le souhaite.
Donc l'équation électrique, équation couplée, comme d'habitude. Donc dans E de t, il y a la vitesse. Donc on ne peut pas évidemment résoudre ça. Alors, tout seul, bien sûr. Alors A14, donc c'était vraiment très guidé, très gentil. On nous donnait l'équation mécanique. Il s'agissait simplement d'interpréter chacun des termes de l'équation mécanique. Donc c'est un problème en translation. Donc ça vient du théorème du centre d'inertie, donc appliqué à la bobine en translation sur UZ. Donc m sa masse fois son accélération. Donc ça on va voir, c'est la résultante des forces de Laplace sur tout le bobinage. Une force de rappel élastique, moins kz uz. Donc, et puis une force de frottement fluide. Donc ça va être intéressant parce que c'est ce qui représente le frottement de l'air. Donc pour une fois, les frottements dans le haut-parleur, c'est ce qu'on cherche. C'est le but, c'est cette force de frottement. Souvent, c'est un désavantage, un inconvénient des montages. Mais là, c'est véritablement ce qu'on cherche, les frottements avec l'air pour convertir le mouvement de la membrane à l'image du signal électrique en une onde acoustique, donc une perturbation qui va se propager dans l'air. Alors, on nous demandait simplement d'interpréter les différents termes de cette relation. Donc ça, on va le voir, c'est la force de Laplace, donc l'intégrale de IdL vectoriel B. Donc je te rappelle que la force de Laplace, à ne pas confondre avec la force de Lorentz. Donc, la force de Laplace, c'est la force exercée sur un conducteur parcouru par une intensité I. Donc ce conducteur plongé dans un champ B. Donc ici, c'était d'ailleurs le dessin qui était refait. Oui, je m'aperçois que j'ai oublié la question 3, mais j'y réponds maintenant. Donc c'est la résultante des forces de Laplace. Donc dl, c'est un dl orienté par le choix du sens de I. Donc c'est un vecteur dl Eθ tangent au bobinage. B, il est radial. Donc IdL vectoriel B, Uθ vectoriel UR. Donc ça fait moins UZ. Et donc là-dedans, en fait, il n'y a que dl que l'on intègre. On n'est pas sur un circuit fermé, hein, puisque la bobine, elle n'est pas fermée sur elle-même. Donc je ne mets pas de rond sur la force de Laplace. Donc ça fait moins ILB vecteur UZ. Donc effectivement, on retrouve ce terme-là. Une force de rappel élastique. Donc voilà, la membrane est reliée à un ressort de raideur K. Et donc la force de frottement fluide qui caractérise l'interaction de la membrane avec l'air, puisque la membrane est solidaire de cette bobine. Donc ça, c'est l'équation mécanique. Donc elle aussi, elle est couplée, puisque bon, la vitesse, évidemment, c'est dz sur dt, c'est z point. Et ici, on a I de t, donc on a une équation couplée, comme d'habitude, le couplage électromécanique. Alors, en régime sinusoïdal, U de t est sinusoïdal, on est en régime forcé, et on va chercher une réponse sinusoïdale. On nous rappelait toutes les définitions des amplitudes complexes associées, donc il fallait simplement, pour découpler le système, traduire tout ça en notation complexe. Donc on va avoir U bar est égal à R I bar plus JL oméga, donc on dérive par rapport au temps, I bar, donc moins E V. Alors est-ce qu'on va l'écrire avec Z ou avec la vitesse? Moins donc BL J oméga Z bar. Donc ça c'est l'équation, donc la vitesse c'est J oméga Z bar, la dérivée de la position. Donc l'équation en complexe, l'équation électrique en complexe, donc maintenant l'équation mécanique en complexe, donc moins m oméga carré z bar, donc moins oméga carré c'est j oméga au carré, donc ça fait la dérivée seconde de la position, je projette directement sur z, donc j'enlève les flèches, est égal à moins i bar lb moins k z bar moins j oméga z bar fois lambda, on va le mettre ici. Donc voilà l'équation mécanique, donc traduite en notation complexe. Comme d'habitude, la notation complexe nous permet de transformer des équations linéaires différentielles à coefficient constant en des relations algébriques. Donc ça va être de ce fait-là assez facile à découpler. Alors petit z bar, attention, c'est pas
c'est pas l'impédance, hein, c'est un petit Z bar. Là, c'est la position de la membrane. A de en déduire l'expression de l'impédance du haut-parleur. Ça va être une question très intéressante. C'est-à-dire que, vu de l'entrée, le couplage électromécanique donc, va faire que, dans l'expression de l'impédance, il y a même des grandeurs mécaniques qui vont entrer. Et c'est ce qu'on va appeler un petit peu plus tard, donc, l'impédance motionnelle et l'admittance motionnelle, donc son inverse. Et donc, il va falloir déterminer ces caractéristiques et la fréquence de résonance du haut-parleur. Alors, Z bar égale U sur I. Donc pour ça, il faut éliminer petit z. Donc par exemple, donc ça c'est l'équation 1, l'équation électrique, l'équation 2, l'équation mécanique. Donc dans l'équation 1, je vais aller chercher petit z pour l'éliminer. Donc ça va faire U bar R plus JL oméga I bar moins U bar le tout divisé par moins BL J oméga. Et donc, on reporte l'expression de petit z bar dans l'équation 2, donc ici, et on fait apparaître le quotient U sur I. Donc, en éliminant petit z bar, on obtient un grand z bar. L'impédance donc de la bobine, enfin de tout le haut-parleur vu de l'entrée. Donc, on voit qu'on peut séparer ça en deux. C'est d'ailleurs ce qu'on nous demandait après. Donc, l'impédance propre, donc ça c'est l'impédance de la bobine, donc sa résistance interne, et puis son auto-inductance, donc c'est la première partie, donc ça c'est ZE, l'impédance propre, et après on nous demandait d'identifier également ce qu'on appelle l'impédance motionnelle, donc l'impédance motionnelle, ZM ici, qui fait intervenir des paramètres mécanique du haut-parleur, donc la longueur du bobinage, la constante de raideur, la constante de frottement fluide, même l'inertie, la masse de l'ensemble. Et donc le but pour nous, ça va être de trouver un équivalent électrique de tout ce dispositif, et on va voir qu'il vaut mieux d'ailleurs prendre l'inverse de l'impédance motionnelle, parce que la somme est plutôt au dénominateur, donc en prenant l'inverse, l'admittance motionnelle, on va voir qu'on va trouver un schéma électrique équivalent très simple, parce qu'en parallèle, ce qui s'additionne, c'est plutôt les admittances. Donc dans la question A2-4, on nous demande de montrer que l'admittance motionnelle, donc l'inverse de l'impédance motionnelle, se met sous une certaine forme, donc une association d'admittance en parallèle, parce qu'on sait que quand on additionne des dipôles, quand on cherche l'admittance équivalente à une association en parallèle, ce qu'on additionne, c'est les admittances. Donc ça veut dire que, d'un point de vue électrique, cette impédance motionnelle ou cette admittance motionnelle est équivalente à une association parallèle, donc d'une capacité, d'une bobine équivalente. Alors bien sûr, ce n'est pas une vraie bobine, ce n'est pas une vraie capacité, puisqu'on voit que dans l'identification, cette capacité, cette inductance équivalente, cette résistance équivalente font apparaître des paramètres mécaniques. Donc, en association parallèle, on aurait une bobine, une capacité et une résistance. Donc, l'admittance d'une capacité, c'est JC oméga. L'admittance d'une bobine, c'est 1 sur JL oméga. Donc là, il faut être très concentré. Mais enfin, bon, le texte était quand même très sympa. Donc, il suffit d'identifier, tout simplement. Donc la capacité émotionnelle, ça va faire B carré L carré sur M. Donc j'ai identifié avec le terme proportionnel à J oméga. Donc en 1 sur J oméga, donc on aura LM, l'inductance motionnelle, donc B carré L carré sur K. Et puis la résistance motionnelle, donc B carré L carré sur lambda. Et on nous demande aussi de vérifier la valeur numérique. Donc là, ça permet de se raccrocher aux branches sur le sujet. Et effectivement, donc on trouve les valeurs numériques attendues. 2,510-4 farad, 12,8 millihenry et 16 ohms pour la résistance motionnelle. Donc le schéma électrique équivalent, eh bien, il est tout trouvé. Il faut lui rajouter donc en série l'impédance de la bobine, l'impédance R et donc JL oméga. Donc ça veut dire que, vu de l'entrée, eh bien, la bobine donc, est équivalente à cette association que l'on a établie. Alors, on nous demande maintenant
de séparer partie réelle et partie imaginaire. Donc ça en fait c'est pour la partie qui nous reste après, c'est pour le bilan de puissance. Donc sous la forme, donc RT égale R plus, en fait ça c'est, on reconnaît, ça va être la partie réelle de l'impédance motionnelle. Donc on va travailler avec les notations réduites, c'est-à-dire les notations RM, etc. Donc on peut dire que Z, donc c'est R plus JL oméga, donc plus 1 sur Y, donc plus 1 sur RM, plus JCM oméga, plus 1 sur JLM oméga. Et donc là, on n'a pas trop le choix. Pour pouvoir isoler la partie réelle, il va falloir multiplier par le complexe conjugué du dénominateur. Donc ça va nous donner R, donc plus JL oméga, plus RM facteur de 1 moins J RM CM oméga moins RM sur LM oméga, le tout donc sur le module carré, donc 1 plus donc la parenthèse au carré. Et donc pour isoler la partie réelle, on a exactement donc ce qu'on nous demande pour la résistance totale. Donc vraiment ce sujet, il était très accessible dans la mesure où pratiquement tous les résultats étaient donnés, donc pouvaient conforter le candidat. Et donc on obtient bien R total est égal à R. Et donc on nous représentait cette courbe-là en fonction de oméga. Et on s'aperçoit que cette courbe a un certain maximum, donc en fonction de oméga. Alors, ce n'est pas la peine de faire de gros calculs pour s'apercevoir que quand on regarde l'expression mathématique, en fonction de oméga, RT est maximum quand le dénominateur est minimum, et comme on additionne deux termes positifs, c'est quand cette parenthèse s'annule. Donc ça, ce sont des groupements très classiques dans les circuits RLC série ou parallèles. Et donc on trouve que oméga 0 vaut 1 sur racine de CM LM, donc il vaut 2pi fois la fréquence F0. Et donc il suffisait de vérifier qu'effectivement F0 valait bien 89 Hz. Donc voilà, c'était tout à fait cohérent. Donc ça veut dire que ce haut-parleur, c'est plutôt un haut-parleur donc qui va amplifier les basses fréquences autour de 90 Hz. Bon, ça, on va le voir dans la suite. Donc dans la deuxième vidéo, on va faire toute l'étude énergétique, le bilan énergétique, et on va calculer le rendement de ce haut-parleur. À bientôt.